Des pluies verglaçantes ont sérieusement perturbé la circulation, notamment dans le sud-ouest de la France. D'importantes chutes de neige qui paralysent totalement les routes de Bavière en Allemagne. Plus de 100 000 automobilistes bloqués la nuit dernière. Cérémonie d'investiture à Kaboul du gouvernement emmené par Hamid Karzai. Après 23 ans de guerre civile, une volonté de réconciliation nationale, une journée historique. Le dernier magasin de Marks & Spencer France a fermé ses portes en milieu d'après-midi. L'émotion des salariés et des clients, la direction avait préparé une petite cérémonie d'adieu. Les cirques de Noël, à quelques jours des fêtes, affichent complet. Ces histoires de clowns, du 1er Auguste au clown blanc, un délicieux retour vers l'enfance. Madame, Monsieur, bonsoir. Attention au verglas, on est entré de plein fouet dans l'hiver. La météo annonce encore de la neige et des pluies verglaçantes la nuit prochaine. Et dès ce matin, de nombreux accidents se sont produits sur les routes verglacées dans le sud-ouest. Chaussée très glissante sur l'autoroute A10, rendue impraticable dans le sens province-Paris. La sécurité routière réitère ses appels à la vigilance si vous devez prendre le volant. Agnès Gardet. Près d'Angoulême ce matin, sur la nationale 10. Une plaque de verglas et c'est la sortie de route. Le chauffeur a perdu le contrôle de son poids lourd. Il a été tué sur le coup. En l'espace de quelques heures, 24 accidents dans le seul département de la Charente. Des accrochages qui ont paralysé le trafic des heures durant. Alors on a roulé au pas, comme ici, sur ce tronçon de l'autoroute A10. Je ne vois absolument rien qui bouge. Et nous sommes à 14 km de bouchon, normalement. Dixit de la radio, mais j'en doute fortement. Verglas dans le sud-ouest, neige à l'est. En Alsace, elle vient de blanchir les routes. Les camions de déneigement sont à l'œuvre car les flocons collent au bitume, en particulier dans les Vosges. Là où les engins ne passent pas, rien ne vaut la débrouille. Pourquoi alors vous êtes obligé de déblayer? En cas qu'il y a quelqu'un qui tombe, on est responsable. Enfin, on est rassuré, quoi, mais c'est les stations qui payent, mais il faut quand même mieux l'enlever. On est plus tranquille comme ça. Et puis ça fait un peu de sport. Les axes principaux sont dégagés, les réseaux secondaires praticables. Mais des chutes de neige sont attendues et le froid s'installe. Alors prudence sur les routes. Chute de neige en effet, notamment dans le nord. La préfecture appelle à la vigilance. Ailleurs en Europe, un froid polaire enveloppe l'Ukraine, la Pologne, mais surtout l'Allemagne, où les chutes de neige ont quasiment paralysé les routes de Bavière. Imaginez un embouteillage de 150 km et des dizaines de milliers d'automobilistes bloqués depuis la nuit dernière. Commentaire Laetitia Fouque. La vague de gel glisse sur l'Europe et fait de nombreux dégâts. En Pologne, jusqu'à 40 cm de neige. On compte des centaines d'accidents, 2 personnes portées disparues. Désormais trop dangereux, aéroports et autoroutes ont même été fermés. Cette autoroute allemande, au nord de Nuremberg, est bloquée depuis hier soir. 150 km de bouchons. Très faible réconfort ce matin, la visite des secouristes pour les 100 000 automobilistes restés coincés toute la nuit. Encore 65 km pour celui-ci avant d'être libéré. La neige s'est aussi répandue sur la Belgique, paralysant toute la circulation, comme ici, entre Anvers et Bruxelles. Dans la capitale belge d'ailleurs, gel et verglas ont provoqué plusieurs accidents. Et ce manteau neigeux devrait tenir plusieurs jours, d'autant que la neige devrait encore tomber, pour le plus grand bonheur des petits. Et vers les stations de sport d'hiver, les départs sur les routes de vacances de Noël, une circulation perturbée du côté d'Albertville par le froid et la neige, mais pas de gros bouchons, les automobilistes ayant préféré étaler leur départ. Benoît Gadret, Thierry Simonet. De la neige sur l'autoroute des vacances, une couche de quelques centimètres sur un sol rendu très froid par les températures négatives. De quoi perturber une circulation très dense, la journée classée orange a failli virer au rouge. C'est en Bourgogne, bien avant les Alpes, que les vacanciers ont rencontré le plus de difficultés. Le temps, beaucoup de circulation, accidents, à peu près de tout. Il y a eu tout, on a eu la dose, la totale. On devait arriver pour 13h30 et il est 18h10, on est encore là, quoi. Ça a été assez long, douloureux, mais ça va, on arrive. Au pied des stations, le trafic a frôlé le seuil de saturation. Les régulateurs du PC d'Albertville ont craint l'embouteillage, mais finalement tout s'est plutôt bien passé. Car craignant la neige, beaucoup de vacanciers avaient anticipé leur départ. Hier, nous avons eu 3500 véhicules de plus que le vendredi équivalent de l'année dernière. Et on peut dire que ces 3500 véhicules ont largement soulagé le problème de circulation aujourd'hui.
Météo France prévoit de nouvelles giboulées neigeuses cette nuit et demain matin. Après une journée de galère, les vacanciers devraient finalement en profiter, car les stations des Alpes du Nord souffrent d'un réel déficit d'enneigement. Voyons maintenant les prévisions concernant la circulation pour demain dimanche et lundi 24 décembre, avant le réveillon de Noël. Dimanche du vert dans le sens des départs et des retours. Lundi, journée verte en province, mais rouge en Île-de-France. Les gendarmes sur le pied de guerre pour dissuader les automobilistes de rouler trop vite. De nombreux contrôles, comme cette brigade de Rambouillet qui opère sur terre et dans les airs pour surveiller les excès de vitesse et le respect des distances autorisées. Sur la Nationale 10, Paul de Genève, Olivier Flavien. Ce matin, les motards de Rambouillet ne sont pas les seuls à contrôler la route. En l'air, l'hélicoptère de la gendarmerie nationale. À bord, 2 pilotes et un officier de police judiciaire. Il est là pour constater les infractions. Ici, un excès de vitesse. Corsa nouveau modèle nucléaire métal à 158. 158 km/h pour ce conducteur, soit près de 70 km/h au-dessus de la limitation. Vous avez été contrôlé en excès de vitesse ? La sanction est immédiate. Une contravention de 5e classe. Donc qu'est-ce que ça engendre? Une suspension de permis immédiatement. Les consignes sont strictes. Depuis le 17 novembre dernier, pour tout excès de vitesse de plus de 40 km/h, le permis est retiré sur le champ. Ce motard connaîtra le même sort. Jeune conducteur, il a été contrôlé à 150 km/h et pourtant il ne comprend pas. Vous roulez à 150 alors que c'est limité à 90, ça vous dérange pas? T'es dégagé. Mais les gendarmes sont aussi là pour contrôler les distances de sécurité entre les véhicules. Ce monsieur vient de se faire arrêter et il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer? Vous allez contester peut-être? Ça ne sert à rien de contester, il faut payer, il faut fermer sa bouche et puis c'est tout, quoi. On n'a pas le choix. Pour lui, ce sera 230 francs. Ce matin, en l'espace de 2 heures, les gendarmes de Rambouillet ont dressé 4 contraventions pour excès de vitesse. Une pour non-respect des distances de sécurité et ils ont retiré 2 permis de conduire. À Bordeaux cet après-midi, une marche silencieuse en hommage au jeune Larbi dont le corps a été retrouvé sans vie en milieu de semaine tout proche de son domicile. L'autopsie est en cours. En attendant les résultats, de nombreuses rumeurs circulaient aujourd'hui. Sur place, Éric Perrin, Philippe Dumail. C'était un gamin de 10 ans. Ils sont venus pour lui rendre hommage, car il n'est plus là. En tête d'un cortège de 2000 personnes, la famille de la jeune victime, Larbi. Sa mère, son père, ses 2 sœurs et Hicham, son meilleur ami. Quand je vois tout ce monde, c'est que ça prouve qu'on est unis, qu'on l'oubliera jamais. Ce petit, c'est un peu comme le nôtre. C'est notre enfant à tous. Dépôt d'une gerbe à l'endroit même où le corps du jeune garçon a été retrouvé. Prière, recueillement. Mais derrière la tristesse pour tous les habitants du quartier, il y a aussi le désir de justice, au sens le plus noble du terme. Nous sommes tous solidaires derrière l'appareil judiciaire, derrière la police scientifique, pour que la lumière émerge et pour que l'éventuel assassin soit puni justement par la loi, parce que nous sommes dans une république qui protège les enfants. Des rumeurs insistantes font état de traces de sperme retrouvées sur le corps du jeune Larbi. Faux, répondent ce soir et la justice et la police. Impossible à ce stade de l'enquête d'affirmer ce qui reste une hypothèse parmi d'autres. Les différentes analyses toxicologiques ADN ne sont en effet pas terminées. En Argentine, un certain retour au calme. Après les 2 jours d'émeutes, la capitale retrouve un rythme plus paisible. Les magasins, dans leur grande majorité, ont rouvert leurs portes, du moins dans le centre de ville. Et à Buenos Aires, on fait ses achats de Noël, comme partout ailleurs. La crise économique qui frappe le pays touche en premier lieu les plus fragiles. 30% aujourd'hui des Argentins vivent en dessous du seuil de pauvreté. Depuis 4 ans, les recycleurs sont apparus en masse. Ils fouillent les poubelles de la capitale toute la nuit pour collecter papier, verre ou métal. Reportage de nos envoyés spéciaux Pascal Doucet-Bon et Tristan Lebras. Il n'est pas très loin, le temps où Mario Mendes avait un travail. 1 an à peine. Il était peintre en bâtiment, après 10 ans passés dans l'industrie métallurgique. Comment je me suis retrouvé là? Regardez autour de vous, on est nombreux ici.
Dès la tombée de la nuit, les recycleurs envahissent Buenos Aires en silence. Maria Fini, à son coin, 4 rues, toujours les mêmes, qu'elle arpente tous les soirs, avec 2 ou 3 de ses 11 enfants. Le papier qu'elle ramasse lui rapporte 200 francs par semaine. Les gouvernements successifs n'ont rien fait pour nous, dit-elle. Ils sont tous à blâmer. Aujourd'hui, les recycleurs occupent une telle place dans la vie de la cité que la mairie leur a attribué des trains spéciaux. Et toutes les nuits, les fonctionnaires du ministère du Travail distribuent un peu de nourriture et tentent de limiter le travail des enfants. Ils sont débordés. Vous savez, dit cette assistante sociale, tous ces gens avaient un travail il y a quelques années encore. Maintenant, ils sont chaque nuit plus nombreux à ramasser les déchets. Nous, on essaye d'organiser leur activité. Mais très vite, la crise aura rattrapé aussi cette activité-là. À Buenos Aires, ces dernières semaines, les cours de l'aluminium et du papier à recycler sont en chute libre. Alors bientôt, disent-ils, ce sera pour mendier que nous viendrons en ville. En direct de Buenos Aires, Pascal Doucet-Bon, apparemment donc un certain retour au calme aujourd'hui dans la capitale. La trêve de Noël ou peut-être une pause incertaine dans la crise? Eh bien cela, Béatrice, ça va dépendre des prochains discours politiques. C'est vrai, un certain calme est revenu à Buenos Aires, entre autres sur la place de Mai, où je me trouve actuellement. Mais pour autant, l'état de siège n'a pas été levé partout. Dans certaines villes de banlieue et de province, il est maintenu parce que des échauffourées ont eu lieu, sans toutefois atteindre le niveau de violence des émeutes que nous avons décrites hier. Alors un nouveau président a été désigné à la tête de l'État, le péroniste Adolfo Rodríguez Sá. Quelles vont être les difficultés qui l'attendent? J'imagine qu'elles sont nombreuses. Oui, effectivement, elles sont nombreuses à l'extérieur du pays et à l'intérieur. Il va lui falloir d'abord composer avec le Fonds monétaire international qui exige un maintien de la politique de rigueur budgétaire. Et il va lui falloir aussi négocier avec son propre parti parce que les péronistes ne sont pas tous d'accord entre eux. L'aile la plus populiste voudrait un relâchement de la politique budgétaire. Il va donc falloir négocier pour le nouveau président. Et pour l'instant, il s'attache surtout à rassurer la rue. Il ne dévaluera pas le peso. La politique du peso fort et de la parité avec le dollar est maintenue. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de crise sociale, mais que l'Argentine a besoin d'argent frais très vite, sinon la crise deviendra encore plus grave. Merci Pascal Doucet-Bon. Les prochaines élections présidentielles se dérouleront en mars 2002. Le mouvement péroniste, actuellement majoritaire au Parlement, a choisi donc hier à l'unanimité Adolfo Rodríguez Sá, l'un des leurs. Le péronisme, un mouvement politique et social qui suscita pendant de nombreuses années d'après-guerre l'enthousiasme des Argentins avant de les ruiner. Jean-Marc Ilouz. C'était en 1990 et encore une fois une Argentine en faillite tentait d'échapper aux émeutes et à 1500% d'inflation en choisissant Carlos Saúl Menem, autant pour ses rouflaquettes que pour son étiquette politique, péroniste, du nom de son parti, mais surtout du nom d'un mythe. Celui de Juan Domingo Perón, sorte de Mussolini argentin qui, avec Evita, une ancienne danseuse de tango, mise en scène un régime populiste et autoritaire qui ruina l'Argentine en s'appuyant sur les syndicats et en ménageant les propriétaires terriens. Et en 1973, le retour de l'illusionniste Perón allait ouvrir la porte à la dictature des généraux. Sur fond de tango du pauvre, le péronisme est aujourd'hui moins un rêve qu'une nostalgie et un appareil politique qui compte toujours sur les tambours de ces bataillons de syndicalistes. Dans une Argentine habituée à voir les péronistes vider les caisses et la droite nationaliste à se remplir les poches en trafiquant sur le dollar, voilà que même l'austérité a échoué. Et les péronistes, majoritaires au Parlement, ne pourront cette fois-ci se payer de mots pour éponger une dette de 130 milliards de dollars. En Afghanistan, après 23 ans de guerre civile, le nouveau gouvernement a prêté serment, moment historique avec ce matin la cérémonie d'investiture à Kaboul. C'en est bien fini du pouvoir taliban et signe des temps parmi les membres de l'administration du président Karzai. 2 femmes ont été nommées. Reportage Éric Meunier, Bruno Giraudoux. Tôt ce matin, le périmètre du ministère de l'Intérieur était bouclé. Les forces de sécurité tenaient à distance badauds et curieux, tandis qu'un petit détachement de Royal Marines britanniques assurait une présence symbolique de la force de paix des Nations Unies.
3000 hommes, dont le déploiement à Kaboul reste des plus discrets. À l'intérieur du bâtiment, 2000 invités. Les membres du gouvernement provisoire, dont 2 femmes venues prêter serment, les représentants des pays étrangers et surtout les chefs de guerre, les commandants souvent rivaux, mais sans l'accord desquels aucun règlement politique n'est possible en Afghanistan. Sous le portrait de Massoud, le plus illustre d'entre eux, assassiné en septembre dernier, une cérémonie sans fausse note. Jusqu'à l'accolade entre l'ancien président, le Tadjik Rabbani à gauche, et son successeur, le Pashtun Karzai. Pour l'Afghanistan, l'après-Taliban a commencé. À la tribune, le nouveau président exhortera ses concitoyens à faire taire leurs divisions et à reconstruire le pays. Un message que bien peu de Kaboulis auront entendu. La télévision, qui renaît de ses cendres après des années d'interdiction sous les talibans, n'a, faute de moyens, pu retransmettre la cérémonie en direct aux grandes dames de la population. On attend, on voulait voir la passation de pouvoir à la télé. On espère de ce nouveau gouvernement la liberté et la démocratie en Afghanistan. On attend qu'il soit un gouvernement pour le peuple. Ni liesse, ni euphorie dans les rues de Kaboul aujourd'hui, mais une volonté farouche de croire, après 23 ans de guerre, la paix enfin possible. À Kaboul, Éric Meunier, alors qu'est-ce qui attend le gouvernement? Quelles sont les urgences et quel calendrier pourrait suivre Hamid Karzai? Souvenez-vous, Béatrice, ce gouvernement a été particulièrement difficile à constituer à Bonn au début du mois. C'est un gouvernement qui est censé représenter toutes les ethnies du pays. Ça donne un groupe qui n'est pas très soudé. Par le passé, toutes les tentatives en ce sens, ces tentatives de coalition, étaient vouées à l'échec et ont donné lieu à de nouveaux combats. Alors Hamid Karzai, le nouveau président, qui lui est d'ethnie Pashtun, c'est-à-dire l'ethnie principale ici, devra en particulier composer avec les 3 poids lourds de son gouvernement, qui sont le Tadjik, et les Tadjiks dominent l'Alliance du Nord. Ils se considèrent un peu ici comme les vrais tombeurs des talibans, donc une coalition difficile à constituer et à tenir. Quelle tâche pour la force multinationale qui est en train de se constituer, avec des ambitions peut-être plus réduites que prévues? Oui, le rôle de cette force est encore extrêmement flou. Très tôt, les Britanniques avaient annoncé l'arrivée ici de 5000 hommes. Ils en prendront d'ailleurs le commandement pour une durée de 3 mois. Puis aujourd'hui, on pense plutôt à 3000 personnes. Alors pourquoi tout ceci? Peut-être sous la pression du nouveau ministre de la Défense, le commandant Fahim. Ce commandant qui, lui, n'a pas tellement envie de voir ici des combattants. Il aimerait plutôt voir arriver ici des gens qui vont reconstruire le pays, c'est-à-dire des ingénieurs, des troupes du génie et le moins de combattants possible. Donc vous voyez là encore peut-être des difficultés, une cohabitation avec la communauté internationale qui ne sera pas facile. Merci Éric Meunier. Et puis cette information rapportée par la télévision chinoise, le président pakistanais Musharraf aurait estimé qu'il y avait de fortes chances pour que Ben Laden ait été tué dans les bombardements américains, une estimation évidemment invérifiable. Les premières missions aériennes se sont déroulées hier à partir du Charles de Gaulle, au-dessus de l'Afghanistan. Le Charles de Gaulle qui devrait arriver au large des côtes iraniennes et pakistanaises pour une mission donc de surveillance. Nos envoyés spéciaux, Yann Frontier et José Boulestec, se sont montés à bord d'une frégate anti-sous-marine venant des Émirats Arabes Unis et se rendant vers le porte-avions nucléaire. À bord de cette frégate, quelques 250 hommes qui accompagnent le sous-marin Ruby. 6 heures du matin, sur le pont, les hommes s'activent. Cet hélicoptère de combat, un Lynx, est prêt à décoller. Nous sommes à bord de la frégate anti-sous-marin, la Mode Piquet, un bâtiment de guerre engagé dans la coalition antiterroriste aux côtés du porte-avions Charles de Gaulle. Sa mission, surveiller le trafic maritime pour empêcher d'éventuels miliciens talibans de fuir par la mer. En clair, épauler les Américains. Il y a aujourd'hui quasiment 70 bateaux de guerre qui sont dans la zone, de toutes nationalités confondues. Je sais que les Américains sont contents de nous voir rallier parce qu'ils sont là effectivement depuis plusieurs semaines, depuis beaucoup plus longtemps que nous. On va leur permettre de souffler un petit peu. De jour comme de nuit, 24 heures sur 24, les 250 hommes d'équipage se relaient. Ici, le centre opérationnel. Ces radars détectent le moindre mouvement à 150 km à la ronde. Là, la passerelle comme on l'appelle. On reviendra en route actuelle pour le tir. Reçu. Le commandant y dirige la manœuvre, il supervise les opérations. Notre mission commence par de la surveillance des espaces aéromaritimes
pour arriver à identifier les us et coutumes, les habitudes, les gesticulations habituelles dans la zone, pour pouvoir, une fois que ce travail est fait, en sortir les éléments intéressants, c'est-à-dire ce qui n'est pas habituel. Et ça demande un travail continu avec de nombreux bâtiments de combat, et c'est un travail qui s'inscrit dans la durée. De la surveillance donc, sans oublier les entraînements. Ici du tir. Mais quand certains travaillent, d'autres profitent de moments de détente, indispensables au moral des troupes. Au Proche-Orient, communiqué contradictoire du djihad islamique qui a annoncé comme le Hamas une trêve des attentats suicides pour ensuite revenir totalement sur cette décision. Aujourd'hui dans la bande de Gaza, un calme précaire après les affrontements entre policiers palestiniens et militants islamistes qui ont fait hier 6 tués, dont c'était aujourd'hui les obsèques. Quant à Yasser Arafat, il a répété qu'il se rendrait à Bethléem pour la messe de Noël, même à pied. La traditionnelle cérémonie des vœux de Noël au Vatican, Jean-Paul II considère que le terrorisme déshonore Dieu. Et lors de cette cérémonie, il a rappelé qu'il n'y a pas de paix sans justice et pas de justice sans pardon. Propos prononcés devant le Collège des cardinaux. Jean-Paul II qui a rappelé qu'il se rendra à Assise à la fin du mois de janvier pour une journée de prière pour la paix avec les représentants des religions du monde entier. Le dernier magasin Marks & Spencer en France a fermé définitivement ses portes en milieu d'après-midi. Les yeux rouges et l'émotion des salariés partagés par les clients. La direction du magasin avait prévu une petite cérémonie pour dire adieu à son personnel. Peggy Leroy et Yann Moine. Marks & Spencer France n'existe plus. Les salariés sont partagés entre soulagement et peine. Et pourtant, les derniers moments du magasin ont été plutôt gais grâce à des musiciens écossais, un cadeau de la direction. Vous attendiez tout ça? Non, pas du tout. Une bonne surprise? Oui, c'est une bonne surprise, ça fait plaisir. C'est bien l'image des marques Marks & Spencer. Et puis, le directeur du magasin a prononcé son dernier discours, très ému. Il me revient la difficile tâche de trouver les mots de la fin d'une aventure commerciale prospère de 26 années à Paris. En tout premier lieu, je me dois de remercier nos 75 000 clients hebdomadaires de toute nationalité qui nous ont permis de développer nos affaires et d'offrir ainsi un quart de siècle d'emploi stable à nos salariés. Le discours terminé, le directeur a appelé tout son personnel à sortir par la grande porte. 450 personnes étaient employées au Marks & Spencer, boulevard Haussmann. Aujourd'hui, ils ont travaillé ensemble pour la dernière fois. À Toulouse, les déclarations de Lionel Jospin qui estime impensable la réouverture de l'usine AZF. Ces déclarations sont diversement appréciées. D'un côté, un certain soulagement, ceux des industriels du pôle chimique. De l'autre, le mécontentement des militantes du collectif Plus Jamais Ça. Reportage Isabelle Delion, David Bress. La voici, exprimée dans leur quotidien régional, cette prise de position que les Toulousains attendaient avec impatience. Une grande colonne en page 2 pour dire que tout reste possible, y compris chez AZF. Le Premier ministre attend les résultats de l'enquête. Il demande à Total de présenter son projet. Les salariés s'en réjouissent. Si ce projet présente toutes les garanties comme on le souhaite vis-à-vis de la sécurité et de la sûreté des populations, je ne vois pas pourquoi on fermerait le site, sachant qu'il y a quand même 62% des installations qui peuvent redémarrer. Le pôle chimique a un avenir à Toulouse. C'est bien ce que craignaient les membres du collectif Plus Jamais Ça, qui répondent eux aussi par un communiqué. À la veille des fêtes de Noël, dans une déclaration ambiguë, M. Jospin laisse les Toulousains, les sinistrés, les salariés touchés directement ou indirectement par l'explosion d'AZF dans l'incertitude de ce que seront leur vie et leur avenir. Ils jugent inadmissible qu'on laisse à leur porte des usines classées Seveso 2. Et quand le Premier ministre évoque une chimie sécurisée, il n'y croit pas. Et même pas un risque pratiquement zéro, on n'en veut pas, hein, on n'en veut pas. Le risque pratiquement zéro, on l'a eu, hein. On voit l'ampleur des dégâts. Puis bon, on a l'impression très nette qu'on se moque de nous, qu'on n'accorde aucun crédit à nos souffrances. C'est très dur, très très dur. Ce matin, il neigeait sur Toulouse, la ville des 100 fenêtres.
Et la réouverture du tunnel du Gothard, hier aux voitures, et depuis ce matin, ce sont les poids lourds qui peuvent emprunter ce passage entre l'Italie et la Suisse, mais selon un système de circulation alterné, par mesure de sécurité, un système qui ne fait pas l'unanimité. Reportage Éric Lemasson, Vincent Bouffartigue. À nouveau, ça roule. Nous sommes au centre du plus long tunnel d'Europe, sous le mont Saint-Gothard. Il était fermé depuis la collision de 2 camions il y a 2 mois. Alors on ne verra plus un seul camion en croiser un autre là-dessous. La mesure est radicale, circulation alternée. Entrée sud ce matin, un convoi de 200 poids lourds venant d'Italie s'élance. La police suisse veille à faire respecter entre eux une distance de 150 mètres. Pendant ce temps, côté nord, on patiente sous la neige jusqu'au signal de départ. Et puis on recommence, chacun son tour du matin au soir. Évidemment, en aval du tunnel, ça coince. J'ai envie de passer Noël à la maison, dit-il. C'est trop long ici. N'en déplaise à ces routiers allemands qui ont patienté 2 ou 3 heures, ce système préfigure ce qui sera peut-être demain la norme en Europe. Pour le tunnel sous le Mont Blanc, les Français, eux, hésitent encore. Il est vrai que le choix suisse suppose une organisation méticuleuse. C'est du rodage, il y a un apprentissage à faire, aussi bien pour les utilisateurs que pour les équipes d'opération. Et il faudra un certain temps, certainement, pour calibrer le système d'une manière optimale. En rodage, en effet, ce matin, pour le premier jour, un véhicule en panne sous le tunnel a tout bloqué. En outre, il faut 20 personnes de chaque côté pour organiser la circulation alternée, ce qui coûtera 100 millions de francs français par an, 15 millions d'euros. Les autorités helvétiques estiment que la sécurité n'a pas de prix. À l'appel des écoles de chiens guides d'aveugles de France, rassemblement symbolique au Champ de Mars, 250 non-voyants portant des torches pour former le dessin d'un chien guide. L'association demande à tous les Français d'éteindre les lumières et d'allumer des bougies ce soir en signe de soutien. Leur combat, permettre au plus grand nombre de non-voyants d'avoir à leur côté un chien guide. Seulement voilà, leur formation coûte très cher. Elle est actuellement financée par des dons. Ils font compter plus de 100 000 francs de dressage par animal. Reportage à l'école de Paris, Frédéric Vion, Patrick Brugère. Cherche un siège. Allez, cherche. C'est le résultat de 6 mois de travail. 6 mois qui ont été nécessaires pour que Rémo, le labrador, comprenne qu'un siège, c'est ceci. Nous sommes à l'école des chiens guides d'aveugles de Paris, l'une des plus importantes de France, où chaque année une trentaine de labradors et de retrievers apprennent leur futur métier. Trouver une chaise libre, s'arrêter devant l'obstacle, contourner le danger, en tout une 50aine de mots et d'actions simples qui feront de ces chiens une seconde paire d'yeux pour leur maître. On associe l'action à un mot, quoi. Donc c'est du conditionnement, donc le chien après, à force de répéter, on arrive à lui faire comprendre ces choses-là, quoi. Dans la vie quotidienne, entre les personnes aveugles et leurs chiens se crée un dialogue qui est complètement interne à leur relation et donc qui peut s'élargir énormément. Cette complicité, Stéphanie et sa chienne Prisca l'expérimentent chaque jour sur les trottoirs de Paris. Des trottoirs qui, lorsqu'on est aveugle, ressemblent souvent à des parcours d'obstacles. Lorsqu'elle a pu troquer sa canne contre ce chien il y a 2 ans, Stéphanie a retrouvé sa liberté. J'ai une démarche plus aisée et voilà, j'appréhende moins par rapport aux obstacles au sol parce que je sais qui va les gérer. Et là où je me concentre éventuellement, c'est sur mon chemin, c'est sur les ordres à lui donner au bon moment. Mais les obstacles, je les occulte complètement de mon esprit. Ouais, bien, c'est bien ça les lettres. Mais parmi les 200 000 aveugles et malvoyants de France, Stéphanie Friteau fait figure de privilégiée. Il n'y a en effet dans notre pays qu'1 millier de chiens guides d'aveugles. En Grande-Bretagne, ils sont 10 fois plus nombreux. Les commerçants craignaient une certaine morosité, c'est la frénésie des achats de Noël. Tous les produits, du jouet aux appareils photo numériques ou encore aux lecteurs de DVD sont en vedette et c'est la foule des grands jours pour ce dernier week-end avant le réveillon. Elisabeth Esley, Maxime Soulard. Les plus prévoyants ont échappé à ça. À 3 jours de Noël, dans les grands magasins, c'est l'asphyxie. Et chaque année, c'est pareil, ceux qui s'y prennent sur le tard sont incorrigibles. J'avais prévu de le faire à l'avance et puis en fait je commence aujourd'hui donc un petit peu dans la panique. Vous avez beaucoup de cadeaux à acheter? J'en ai une dizaine là à faire en 2 jours donc c'est le rythme footing. Il y a un monde fou, il fait chaud mais les gens gardent le sourire donc ça va, ça va. D'habitude je le fais beaucoup plus tôt et je regrette beaucoup de le faire au dernier moment parce que c'est la panique totale. Et on a
On en a fait la moitié. C'est-à-dire, vous allez en acheter combien alors à peu près en tout, le cadeau? Pour une dizaine de personnes. Rude épreuve aussi pour le personnel. Au rayon des livres, les vendeurs en sont à 700 paquets par jour, dans des conditions parfois difficiles. Il y en a, ils sont pas trop compréhensifs. On leur dit de rester calme, de prendre leur temps, et puis voilà quoi. Faut faire avec. Et heureusement, il y a des clients qui trouvent le moyen de décompresser. Mais au rayon maroquinerie, ça se bouscule. Actualité oblige, les porte-monnaies spéciaux pour l'euro se vendent comme des petits pains. On en a reçu jeudi, on a tout vendu jeudi, on est en rupture de stock et on attend pour début janvier. Pour Noël, on débourse en moyenne entre 150 et 200 francs par cadeau, et comme on en offre au moins une dizaine, c'est une dépense importante. Mais quand on aime, on ne compte pas, on donne. Et une victoire française en Slovénie. Jean-Pierre Vidal a remporté le slalom de la Coupe du Monde en réalisant une superbe seconde manche. Âgé de 24 ans, ce sportif avait été victime il y a quelques années de blessures au genou. Il a merveilleusement su remonter la pente et confirme son bon début de saison. La flamme olympique, à moins de 2 mois des Jeux d'hiver de Salt Lake City, est arrivée aujourd'hui à la Maison-Blanche. Elle était portée par la veuve d'une des victimes des attentats du 11 septembre. George Bush a rendu un hommage en particulier à Liz Howell, qui a donc perdu son mari dans l'avion suicide qui s'est écrasé sur le Pentagone. Le président américain a déclaré « Votre participation au relais de la flamme olympique illustre la force dont tant de familles ont fait preuve après le 11 septembre ». Et le départ de Nicolas Anelka, qui devrait rester à Liverpool jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant français a été prêté par le Paris Saint-Germain. L'accord a été annoncé par les deux clubs. La rupture est consommée entre Anelka et Luis Fernandez. Florent Gautreau. Il est parti sans dire au revoir. Pas un mot, pas une explication. Anelka le discret s'est éclipsé. Anelka a été prêté jusqu'à la fin de la saison au club anglais de Liverpool, qui prend à sa charge le salaire du joueur, 183 000 € par mois. L'Angleterre, le seul pays qui lui est vraiment réussi. Champion avec Arsenal en 98, il a inscrit là-bas 23 buts en 2 saisons. Et c'est à Londres, dans le mythique stade de Wembley, qu'il a glané ses galons de titulaire avec les Bleus. 2 buts et une défaite cuisante pour les Anglais. Mais le retour d'Anelka à Paris, c'est l'histoire d'un énorme gâchis. Après une saison ratée au Real Madrid, l'enfant de Trappes est de retour au pays. Coût du transfert, 33 millions €. Mais sur le terrain, c'est un autre refrain. Quand Anelka joue, il ne marque pas. Quand il ne joue pas, c'est une affaire d'État. Luis Fernandez ne lui fait plus confiance, le divorce est inévitable. Anelka part donc jouer à Liverpool pour ne pas être oublié, car plus que tout, il veut participer au prochain mondial. Du rouge de Liverpool au bleu de l'équipe de France, Anelka a 6 mois pour retrouver des couleurs. Et le départ d'Anelka n'a pas perturbé ses ex-coéquipiers du Paris Saint-Germain. Le club parisien l'a emporté ce soir à Sochaux 2-0. Les buts ont été marqués par Leroy et Ogbéché. Les cirques de Noël font chapiteau comble à quelques jours des fêtes. Chacun y retrouve son enfance avec en vedette ces histoires de clowns que nous racontent Claude Crespo et Aurélie Legrand. Dans le monde du cirque, Francesco est une pièce rapportée. Il voulait être acteur. Il y a 20 ans, il est devenu Auguste. Le clown qui reçoit des tartes et qui fait de la musique, reprenant ainsi une tradition qui fait toujours recette. Oui, on peut faire rire sans problème, il faut juste changer un petit peu, apporter des nouvelles choses, bien sûr, des nouvelles images, apporter de nouvelles techniques de timing. Ainsi, le légendaire Groc, aujourd'hui, devrait donner un peu plus de tonus à son numéro. Groc avait jadis un clown blanc comme faire valoir. Il a très vite abandonné ce partenaire. Voulez-vous que je le refuse pas? Sans blague. Chez Bouglione, cependant, le clown blanc est une tradition vivace. Dans la famille d'Alberto Caroli, en 3 générations, 8 clowns blancs. Mais si Alberto a conservé ses étincelants costumes, il sait que son numéro est moins comique que l'Auguste. Cependant, côté spectateur, ça marche. À une condition. Madame revient? Donc si le public a envie de rire, le clown devient très drôle aussi. Ajouter de l'émotion,
Une complicité spontanée, et cela donne ce numéro improvisé et réussi. Les clowns vous ont-ils fait rire? Les clowns, non, non. Mais tout le reste, oui. Pour les pauvres clowns. Mais non, c'est une blague, j'aurais voulu être clown, c'est pour ça. Le cirque est en bonne santé aujourd'hui. Plus de 300 troupes, petites ou grandes, sillonnent les routes de France, chacune avec son clown. Si en plus on féminise la profession, à la piste aux étoiles, le rire retentira encore longtemps sous le chapiteau de toile. Ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres. Des pluies verglaçantes ont sérieusement perturbé la circulation, notamment dans le sud-ouest de la France. D'importantes chutes de neige qui paralysent totalement les routes de Bavière en Allemagne. Plus de 100 000 automobilistes bloqués la nuit dernière. Cérémonie d'investiture à Kaboul du gouvernement emmené par Hamid Karzai. Après 23 ans de guerre civile, une volonté de réconciliation nationale, une journée historique. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, 20h50, l'envie d'aimer, présenté par Frédéric Lopez, qui sera entouré d'une pléiade d'artistes. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Ce soir, nous terminons cette édition, comme depuis lundi, avec le livre pour enfants et Hop dans les nuages, chez Autrement Jeunesse.